RTCI nous réunit. Dans le vif du sujet avec Anis Morey, alors on a déjà présenté notre invité pour ce matin et là vous allez nous présenter les thèmes qui seront abordés lors de cet entretien. Alors Afef, que pouvons-nous dire à propos de notre diplomatie depuis la Révolution ? Malmenée au lendemain du 14 janvier 2011 en raison de l'amateurisme parfois et des changements brusques dans d'autres circonstances, le portefeuille des affaires étrangères n'était pas un cadeau qu'on offrait à son locataire loin de son four. Plombé par son statut de l'étincelle qui fut à l'origine du printemps arabe, la Tunisie se livrait à un exercice difficile de contorsionniste et la diplomatie tunisienne peinait à retrouver sa politique mesurée. Après les élections de 2014, le fauteuil échoua à un diplomate de carrière en la personne de M. Maïs Genawi, personnage sobre et flegmatique, mais qui se trouva devant un monde qui change à une vitesse où l'anticipation devient un réflexe salvateur. Et les dossiers ne manquent pas sur le bureau de M. le ministre, tous aussi chauds les uns que les autres, en commençant par la gestion de la crise chez le voisin libyen, passant par l'épineuse problématique du rapatriement des présumés terroristes impliqués dans le bourbier syrien, pour arriver enfin au dossier des relations tuniso-européennes et la nouvelle donne des réadmissions des immigrés clandestins en contrepartie d'un ALECA plus tolérant en matière de circulation des individus. Bref, que le bon Dieu vienne en aide à notre cher ministre des Affaires étrangères qui vient quand même de frapper un joli coup avec la réussite de la conférence internationale pour l'investissement puisqu'un travail titanesque a été accompli mais non dit par les représentations diplomatiques tunisiennes partout dans le monde où les roadshows ont servi à faire connaître le site d'investissement Tunisie. Il n'en demeure pas moins que sur le plan de la diplomatie économique, nous avons encore du travail à accomplir, à commencer par les nominations des personnes idoines capables de pénétrer les marchés prometteurs pour le produit Made in Tunisia. Voilà, donc c'était la présentation que nous avons faite pour la diplomatie et monsieur le ministre. Alors, je commence par ma première question. Comment jugez-vous, monsieur le ministre, l'intérêt de la communauté internationale pour le site Tunisie après la conférence internationale pour l'investissement Tunisia 2020 ? D'abord, laissez-moi préciser un petit peu votre introduction, parce qu'il ne s'agit pas d'une conférence sur l'investissement. C'est une conférence sur le soutien de l'économie tunisienne et l'investissement, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'initialement, comme vous vous rappelez, en 2014, on a organisé une conférence sur l'investissement dont les résultats n'étaient pas très probants. Cette fois-ci, on a décidé de faire cette conférence sur une double dimension. D'abord, une dimension politique, et c'est pourquoi on a mobilisé nos ambassades et nos chancelleries à l'étranger pour mobiliser le soutien politique des pays. 70 pays ont été invités à cette conférence, 10 organisations internationales, pour donner une ceinture de sécurité politique parce que dans les pays, à la conférence, parce que dans les pays en transition, il faut d'abord un soutien politique pour permettre aux opérateurs privés de choisir un site pour l'investissement. Et donc, comme vous l'avez bien introduit, cette conférence était un succès. Un succès d'abord politique, par le nombre de pays qui ont participé, presque une soixantaine de pays ont préparé à cette conférence. Deuxièmement, au niveau investissement, vous avez vu les résultats de cette conférence et on pourrait revenir tout à l'heure sur ces résultats. Je pense que sur ces deux plans, les résultats étaient encourageants. Maintenant, il faut travailler pour assurer le suivi de cette conférence. Justement, par rapport au travail qui devrait être fait en aval maintenant par rapport à cette conférence-là, quel sera votre rôle pour faire un suivi des promesses qui ont été faites durant cette conférence ? Si vous permettez, d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur la genèse de la conférence, parce que c'est important. Si vous voyez tous ces pays, toute la participation des pays du Golfe, c'est le résultat des périples, des visites effectuées par le chef de l'État à ces capitales pendant plusieurs mois pour les convaincre de soutenir la Tunisie, de venir investir en Tunisie, pour leur dire qu'on a parachevé toutes les étapes de la transition politique. Maintenant, il faudrait donner à la Tunisie les moyens pour relancer son économie. Et vous avez constaté que une grande partie des pays du Golfe ont été présents et ont annoncé un soutien conséquent à l'économie tunisienne. Évidemment, aussi, ce qu'on a fait, c'est que après avoir lancé les invitations, on a créé un comité de pilotage. C'est pas exclusivement la Tunisie qui a essayé de promouvoir cet événement, mais on a cherché à trouver d'autres coparins. D'abord par Qatar,
Qatar s'est associé à l'entreprise tunisienne, mais aussi la France, le Canada, la Banque mondiale, et vers la fin et une semaine avant la conférence, on a associé la Banque européenne d'investissement, qui est une banque, comme vous le savez, un instrument de l'Union européenne qui investit l'un des plus gros investisseurs en Tunisie. À la fin de la conférence, on a convié les ministres et les représentants de ces deux institutions internationales, la Banque mondiale et la BEI, ainsi que la ministre du Développement international canadienne, le ministre français et le ministre qatari. Je les ai invités à une réunion pour voir comment assurer le suivi de la conférence. Et effectivement, on a créé un comité de suivi qui doit se réunir tous les 6 mois, dont une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, au niveau des ministres, mais également qui va organiser des réunions au niveau technique, au niveau des ambassadeurs, pour mesurer l'état d'avancement et de la mise en œuvre des décisions qui ont été prises pendant la conférence de Tunis. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, la question de la délégation américaine a été un peu donc évoquée à l'initiative. Au départ, on pensait que cette délégation serait conduite par Haroun Koumar, qui est le vice-ministre du Commerce, si je ne me trompe pas. Et on pensait que l'implication des Américains allait être très importante, surtout que les Américains étaient l'un des premiers pays à soutenir donc la Tunisie. Après, on était un peu on est resté sur notre faim parce que les Américains ne se sont pas réellement dévoilés dans cette conférence. D'abord, l'Amérique a effectivement soutenu la Tunisie sur tous les plans, au niveau économique, mais également au niveau sécuritaire. Et nous comprenons pourquoi l'Amérique n'était pas représentée au plus haut niveau, parce que, comme vous le savez, maintenant, l'Amérique vit une transition entre deux administrations, une administration partante et une deuxième qui est en train de s'installer. Donc, on comprend cette situation-là, mais on sait pertinemment que nos amis américains sont avec nous dans cette entreprise. Monsieur le ministre, est-ce que ce changement au niveau de l'establishment américain avec la venue du républicain Trump changera la donne dans les relations tuniso-américaines actuelles? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que, d'abord, par-delà les partis politiques, les majorités aussi bien au Congrès qu'au niveau de l'administration, la Tunisie a entretenu depuis plus que 200 ans des relations amicales et fructueuses avec l'Amérique. Nous avons toujours entretenu des relations, excellentes relations avec les démocrates qu'avec les républicains. Et moi, j'ai eu des contacts avec le conseiller diplomatique du président élu Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, et j'ai eu des assurances que la nouvelle administration va continuer sur le même élan dans son soutien à la Tunisie pendant cette période cruciale, importante de notre histoire. Alors, vous venez de rentrer de Belgique où vous avez été un artisan de la mise en place du premier sommet tuniso-européen, le premier sommet aussi que les Européens ont organisé avec un pays partenaire de la Méditerranée. Que vaut tout cet honneur à la Tunisie de la part des Européens? Franchement, c'était un événement exceptionnel. Oui. Exceptionnel Oui. D'abord, pas au niveau de l'environnement dans lequel il s'est déroulé. Vous avez certainement suivi le discours de Monsieur le Président de la République. Et le standing ovation aussi. Et le standing ovation et le Parlement qui était archi plein. Il n'y avait même pas un seul siège de vide. Cela vous démontre que nos amis européens, qui, vous savez, le 14 septembre, le Parlement européen a voté une résolution exprimant son soutien à la Tunisie. Il est allé plus loin. Il a demandé un plan Marshall aux États membres de prévoir un plan Marshall pour venir en aide à la Tunisie. Il a demandé la reconversion de la dette tunisienne. Et donc, c'était un terrain pour montrer au chef de l'État tunisien, une assemblée, pour montrer au chef de l'État tunisien que l'Europe, les représentants des peuples européens, sont là pour dire aux différents gouvernements qu'il faudrait faire mieux et plus en faveur de la Tunisie. Alors, au-delà du soutien qu'offrent les Européens aux Tunisiens en matière d'emploi et de promotion de la jeunesse essentiellement, est-ce que la question des réadmissions des immigrés clandestins en Tunisie a été discutée? D'abord, je voudrais dire qu'un des résultats les plus importants de ce sommet, c'est de prévoir un programme spécifique à la jeunesse. On s'est entendu avec nos amis européens au niveau de la Commission d'organiser d'ici 6 mois une conférence au niveau ministériel pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour la jeunesse tunisienne au niveau de l'emploi, de la formation professionnelle, au niveau de l'octroi des bourses Erasmus. Et on a décidé, l'Union européenne a décidé
décidé d'octroyer 1500 bourses par an pour les 5 prochaines années. Nous pensons que c'est un chiffre important. Pour les étudiants tunisiens, qui voudraient donc terminer leurs études dans les universités européennes. Je pense que c'est un pas important. Évidemment, on va voir avec nos amis européens comment mettre en œuvre ce lot de bourses, mais également peut-être pour éventuellement essayer de l'augmenter. Je pense que c'est un élément extrêmement important pour dire que, pour démontrer et illustrer le soutien à cette jeunesse tunisienne qui est à l'origine, comme vous le savez, du soulèvement de 2011. La question des réadmissions des immigrés clandestins dont l'Europe est très gênée donc, par rapport à ces considérations-là. Et nous avons entendu parler qu'il y avait donc une sorte, je dirais, de troc, peut-être mon expression n'est pas très diplomatique, pour que l'assouplissement de la circulation des Tunisiens dans l'espace Schengen se fait si jamais les Tunisiens donc acceptent de loger ou d'accepter donc les immigrants clandestins qui sont en train donc de constituer un gros problème pour l'Europe. Est-ce que vous avez discuté de ça? D'abord, laissez-moi vous dire que depuis 2011, la Tunisie contrôle mieux ses frontières. Et nous sommes le pays le moins émetteur d'immigrés clandestins en Europe aujourd'hui. Les immigrés clandestins qui partent en Europe ne dépassent pas quelques centaines comparés à d'autres qui sont à des milliers et des dizaines de milliers d'immigrés. Cette question n'a jamais été, je dément formellement cette information, cette question n'a jamais été discutée. On n'a jamais proposé à la Tunisie ce genre de solution et la Tunisie n'acceptera pas, elle ne peut pas être... Les Européens n'ont jamais demandé aux Tunisiens donc cette condition-là? La condition de créer un camp pour mettre... Oui, pas de créer un camp, mais que les immigrés donc clandestins qui souhaitent donc partir en Europe viennent donc et restent en Tunisie. Les Tunisiens ou les autres? Non, les autres. Non, les autres. Non, je vous dis formellement que ça n'a jamais été discuté. On ne nous a jamais proposé ce genre de proposition. Et même si on nous la propose, on ne va pas l'accepter. Et les Tunisiens? Les Tunisiens, évidemment, les Tunisiens qui souhaitent rentrer ou bien qui sont dans une situation illégale, on voit avec nos partenaires européens la possibilité de les réadmettre dans leur pays. D'accord. Venons-en, si vous permettez, à la sécurisation de nos frontières, notamment avec la Libye, où plusieurs armées se livrent à des opérations secrètes contre l'organisation terroriste de l'État islamique. Est-ce que la Tunisie est une base arrière à ces armées? Les armées, quel genre d'armées, pardon? Je parle des armées américaines, françaises, donc qui sont en train de livrer. La Tunisie n'a jamais été. La Tunisie a dit clairement, d'une manière la plus formelle, solennelle, que nous n'acceptons pas une intervention militaire en Libye. Donc, raison de plus pour ne pas accepter d'être la base arrière pour des frappes militaires en Libye. Non, la Tunisie n'a jamais été une source de menace ou une source pour menacer la sécurité en Libye. Évidemment, nous suivons ce qui se passe en Libye. La situation, malheureusement, est en train de se détériorer en Libye. Il n'y a pas un pouvoir central en Libye, ce qui rend notre situation, nous, Tunisiens, dont les frontières sont les plus importantes avec le voisin libyen, 540 km de frontières. Malheureusement, ça nous rend dans une situation particulière, mais nous sommes en train de voir avec nos partenaires étrangers pour mieux sécuriser ces frontières-là et nous doter des moyens nécessaires pour empêcher des infiltrations de terroristes. Alors, je vais vous soumettre deux déclarations. L'une a été faite par le président du gouvernement et l'autre a été faite par le président de la République. Alors, M. Chahed, au journal Le Monde du 8 novembre 2016, il a dit « Il n'y a pas de drone qui décollerait de chez nous vers la Libye ». M. le président de la République, Béji Raïd Sebsi, dit « J'ai donné l'autorisation pour que des drones américains survolent les frontières ». Est-ce que vous pouvez nous déchiffrer donc ces deux déclarations? Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Je n'ai pas dit qu'il y a une contradiction, mais est-ce que vous pouvez nous déchiffrer donc ces... Tout simplement, c'est que nous sommes en train de collaborer avec nos amis américains pour nous doter des moyens techniques pour mieux contrôler nos frontières. Et je pense que c'est légitime que la Tunisie, qui n'a pas beaucoup de moyens, de chercher là où ces moyens se trouvent et de chercher ce genre de collaboration pour doter nos forces armées et nos forces intérieures des moyens nécessaires, moyens technologiques dont nous ne disposons pas aujourd'hui, pour permettre de nous contrôler nos frontières. Je vous disais que nos frontières sont importantes avec la Libye, 540 km. Elles sont pas faciles. Et donc, je pense que pour la sécurité de notre pays, nous devons nous munir de tous les moyens
pour contrôler nos frontières. Ça ne veut pas dire que nous envoyons des drones en Libye. Ni Monsieur le Président de la République, ni le Premier ministre ne l'a dit. Alors, je reste sur la question donc, des zones de conflit essentiellement touchées par le terrorisme. Nous avons des Tunisiens qui sont donc, dans ces zones-là. Je parle de l'Irak, je parle de la Syrie, je parle aussi de la Libye, qui sont emprisonnés. Quelles sont les démarches qui seront faites dans la gestion de ces dossiers-là? Est-ce qu'on va, vous savez, la question épineuse donc de rapatriement des terroristes en Tunisie, qu'est-ce que la diplomatie tunisienne fera par rapport à ces sujets-là? D'abord, vous savez, aussi bien en Irak qu'en Syrie, nous avons des représentations. Nos chancelleries suivent ces questions-là. Évidemment, conformément à la constitution tunisienne, tous les Tunisiens se trouvant à l'étranger ont le droit de rentrer chez eux. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là vont venir chez nous, on va les laisser libres. C'est que les autorités compétentes tunisiennes vont se charger du traitement des dossiers de ces terroristes. Évidemment, nous suivons ce dossier-là avec nos partenaires irakiens et syriens, puisque vous les citez, mais nous nous apprêtons, ce qui est très normal, quand en les recevant, de traiter leurs dossiers par les moyens nécessaires, tout en respectant évidemment les droits de l'homme. Par rapport à la Syrie, est-ce que vous envisagez de relever donc, le degré de représentation diplomatique là-bas? Contrairement à ce que disent les médias, ici, nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques avec la Syrie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a renvoyé un ambassadeur qui n'était pas présent à Tunis et on a rappelé notre ambassadeur. Notre chancellerie continue à fonctionner au niveau consulaire pour donner les services nécessaires à nos concitoyens se trouvant en Syrie, mais également pour suivre les dossiers que vous venez d'évoquer. Évidemment, nous suivons de près l'évolution de la situation. Il y a des contacts entre vous et éventuellement donc Al-Muallam, le ministre des Affaires étrangères syrien? Il n'y a pas de contact aujourd'hui, mais rien n'empêchera demain d'avoir des contacts. Tout dépendra de la situation. Évidemment, ce retrait de notre ambassadeur s'est fait dans un consensus arabe au niveau de la Ligue arabe et nous suivons la situation sur le terrain. Et si les choses bougent dans un sens ou dans un autre, la Tunisie sera la première à faire évoluer sa position en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Évidemment, la Syrie, pour nous, c'est un partenaire essentiel, important sur la scène arabe. Et nous souhaitons vivement que cette crise se termine le plus tôt possible pour permettre aux Syriens de retrouver la paix et de trouver une solution pacifique à leur divergence. Alors, je voudrais évoquer avec vous à présent la question de la diplomatie économique. Aujourd'hui, la Tunisie est en train de chercher donc de nouveaux marchés, pas essentiellement les marchés conventionnels que nous avons avec l'Europe, que nous avons donc avec les États-Unis, ou ceux qui sont nos partenaires. Et la question qui se pose, allez-vous dans ce sens de cette diplomatie économique pour nommer éventuellement des diplomates, des ambassadeurs, qui soient finalement, le terme n'est peut-être pas, au risque de me répéter, très diplomatique, des lobbyistes pour essayer d'ouvrir donc les marchés, notamment africains subsahariens? Écoutez, la diplomatie économique a été toujours une dimension essentielle de la diplomatie tunisienne. C'est pas, ah oui, mais s'il y a des investissements en Tunisie, aujourd'hui, si on a pu promouvoir nos exportations, entre autres, je dirais pas exclusivement, mais entre autres, grâce au travail que font nos ambassades à l'étranger. Moi, j'étais, il y a 30 ans, un attaché commercial en Inde, en Corée, et j'ai fait ce travail-là, et je sais de quoi je parle. Mais ces échanges-là. Alors, aujourd'hui, nous vivons une période de transition, où l'économie joue un rôle extrêmement important au niveau de la stabilisation politique et nous avons décidé de faire de la diplomatie économique une dimension essentielle de notre diplomatie. Nous avons consacré, comme vous l'avez certainement constaté, notre conférence des chefs de mission diplomatique consulaire cette année, en août dernier, à la dimension économique. On a organisé une journée entière pour nos ambassadeurs avec le CEPEX. On a conclu un accord avec le CEPEX par lequel le CEPEX dote le ministère d'un montant assez substantiel, plus que 1 million de dinars tunisiens, pour permettre à nos missions de promouvoir nos exportations et d'essayer d'attirer le maximum d'investissements. Mais également, nous avons décidé de nous redéployer sur le marché africain en créant 2 postes diplomatiques au Burkina Faso et au Kenya, mais également le Premier ministre, le chef du gouvernement, a décidé d'ouvrir 5 représentations commerciales. C'est un acte extrêmement courageux. Au niveau du CEPEX? Au niveau du CEPEX pour le moment, mais on verra qui va diriger ces
ces représentations commerciales, nous allons choisir les profils adéquats, comme vous l'avez dit, pour des gens dynamiques, jeunes, formés, maîtrisant suffisamment les langues, pour se déployer et essayer d'aider la Tunisie à conquérir ce marché qui est un marché naturel de la Tunisie. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que nous avons remarqué dernièrement que ce sont des initiatives de la société civile qui sont les plus présentes. Je parle de TABC, par exemple, Tunisian African Business Council. Je parle aussi, par exemple, pour la Chine, donc du Conseil donc tuniso-chinois. C'est essentiellement des hommes d'affaires qui essaient de se mettre ensemble et qui vont donc frapper à la porte. Personnellement, j'aurais souhaité que le gouvernement tunisien arrive avec son président de la République, arrive avec son président du gouvernement, arrive avec donc son ministre de l'étranger et s'ensuit donc je dirais toute une délégation d'hommes d'affaires parce que la présence des officiels de ce niveau-là peut ouvrir des portes, et vous savez de quoi je suis en train de parler lorsque on traite donc avec nos amis donc et partenaires africains subsahariens ou des Chinois. C'est pour cela que je pose cette question par rapport donc à cette diplomatie économique. Verra-t-on un jour le périple qu'a fait le président de la République au Moyen-Orient le faire dans des pays donc africains subsahariens ou le niveau, je dirais, des pays qui sont en train de faire un PIB, monsieur le ministre, de 2 chiffres, hein, où ces pays sont là très ouverts. Je parle de Côte d'Ivoire. C'est vrai aussi pour rendre à César ce qu'appartient à César et à Dieu ce qu'appartient aussi à Dieu, que Tunisair est en train de faire beaucoup donc, de choses au niveau donc, de Burkina Faso, cette ligne-là, Burkina, Ouagadougou, donc Tunis, Ouagadougou et Abidjan, je pense 5 fois par semaine, mais beaucoup d'investisseurs qui me contactent me disent on a besoin du soutien donc, de la République tunisienne pour aller donc, avec nous ouvrir ces marchés-là. Vous avez complètement raison. Mais nous ne sommes pas en compétition avec la société civile ni avec le secteur privé. Non, c'est complémentaire. Non, nous sommes absolument complémentaires. Vous avez raison. L'État doit faire mieux et faire plus. Évidemment, c'est pourquoi on a décidé, comme je vous l'ai dit, de faire de cette diplomatie économique une dimension essentielle de notre action diplomatique. Mais évidemment, maintenant, vous avez constaté que chaque fois où le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères ou même le chef de l'État se déplace à l'étranger, il est toujours accompagné par une délégation d'hommes d'affaires. Outre les mesures que je viens de citer, nous avons décidé également d'organiser ce qu'on appelle des missions itinérantes. Des missions itinérantes composées de plusieurs secteurs, dirigées et conduites par un membre du gouvernement tunisien pour aller explorer les possibilités dans les pays où on n'a pas de représentation diplomatique. Nous avons aujourd'hui 10 ambassades en Afrique. C'est insuffisant. Mais ouvrir une ambassade, c'est une opération coûteuse. On doit rattraper le retard. Il y a effectivement un retard dans ce domaine. On est conscient de ça. On a procédé par étapes pour pallier à ce retard-là. Je pense que si on continue sur le même élan, on va arriver au but que vous venez de citer. Et j'espère que ce sera votre but aussi. Donc, pas uniquement, c'est le but de tout Tunisien qui voudrait donc reconquérir d'autres marchés. Voilà. Mais donc, je vous le dis avec cette passion pour vous confirmer que c'est effectivement mon but. Voilà, donc optimiste pour le futur de la Tunisie, monsieur le ministre? Absolument. La Tunisie a tous les ingrédients maintenant pour réussir et continuer à réussir sa transition démocratique. Nous l'avons prouvé pendant 2 élections. Je pense qu'avec cette conférence sur le soutien à l'économie et à l'investissement qu'on vient d'organiser, nous nous mettons maintenant sur le chemin d'un pays émergent. Si tout se passe bien et l'investissement reprend son rythme en Tunisie, les Tunisiens reviennent au travail, je pense qu'on a tous les paramètres d'une réussite économique pour que la Tunisie revienne, pas seulement la Tunisie d'antan que nous connaissons, mais également la Tunisie nouvelle, démocratique, avec cette étiquette démocratique, mais une Tunisie prospère au niveau économique. C'est tout le bien que nous souhaitons pour notre pays. Afef, voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci pour tous ces éclaircissements-là. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. RTCI nous réunit.